Édition spéciale sur France 24, il est 21h59 à Paris, 15h59 à Washington et depuis les jardins de la Maison-Blanche dont vous découvrez les images en direct, c'est là que Donald Trump doit prendre la parole d'un instant à l'autre, lui qui a fait de ce 2 avril le jour de la libération. Comprenez, libérer les États-Unis des arnaques. Ce sont ces termes imposés par ses partenaires commerciaux. Comment ? Grâce à son arme de prédilection, l'instauration de nouveaux droits de douane. C'est ce qu'il doit annoncer ce soir. Les bourses, les investisseurs, les entreprises attendent ces déclarations avec fébrilité et inquiétude. Qui sera visé ? Quelle réaction des pays concernés ? À quel point ces mesures peuvent-elles déstabiliser l'économie mondiale ? Nous poserons ces questions à Thierry Mayer. Bonsoir, vous êtes professeur d'économie à Sciences Po Paris, conseiller scientifique au CEPI, Centre d'études prospectives et d'information internationale. Également avec nous, Mounia Benaïssa, bonjour. Vous êtes notre chroniqueuse économie ici à France 24. Et puis, bien sûr, nous irons prendre le pouls à Washington avec Mathieu Mabin, à Montréal aussi, au Canada, avec François Riouet. Et bien sûr aussi à Mexico, au Mexique, avec Laurence Cuvillier. Bonsoir à tous. Et donc, vous découvrez ces images en direct des jardins de la Maison-Blanche où cette annonce est extrêmement attendue. Une annonce qui a d'ailleurs lieu après 22h, après la clôture à Wall Street pour éviter que les bourses américaines ne plongent dans le rouge. Thierry Mayer, peut-être un mot d'abord sur ces fameux droits de douane, ces droits de douane réciproques. Est-ce que c'est une fausse bonne idée ? Alors, déjà, je ne sais pas quelle est l'idée de Trump derrière. C'est très difficile de lire, en fait, les motivations de Trump, puisque de temps en temps, il dit que c'est une arme pour négocier d'autres choses avec les pays, ce qui peut être donc le fentanyl, l'immigration, toutes sortes de choses. Des fois, c'est pour lever des fonds, pour pouvoir réduire d'autres impôts. Et puis, des fois, c'est pour ramener des emplois aux États-Unis. L'ensemble de ces motivations étant d'ailleurs contradictoires les unes avec les autres. Ce que j'allais dire, c'est que c'est des raisons qui sont incompatibles, selon vous. Qui sont complètement incompatibles. On ne peut pas à la fois espérer, par exemple, que les consommateurs vont arrêter d'importer et espérer que ça ramène énormément d'impôts, énormément de recettes. Si les consommateurs arrêtent d'importer et se tournent vers les producteurs américains, forcément, les impôts liés aux importations deviennent très bas. Oui, parce qu'ils comptent sur les droits de douane pour à la fois éponger le déficit, pour rééquilibrer la balance commerciale, créer des emplois, vous l'avez dit. Est-ce que ces droits de douane peuvent être aussi, on attend évidemment les annonces, mais est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle pour l'économie américaine ? Alors, ça dépend de qui on parle. Donc ça peut être une bonne nouvelle pour certains producteurs locaux aux États-Unis qui sont protégés de la concurrence internationale. Donc on va sûrement parler des automobiles parce c'est une obsession de Donald Trump de toute façon, donc on en parlera de toute façon. Et des droits de douane vont de manière certaine, là pour le coup, intervenir demain. Ça c'est en dehors de ce qui va être annoncé aujourd'hui. Donc il peut y avoir certains producteurs qui bénéficient. Celui qui va payer, c'est certain, là, de toutes les études, le monde, c'est le consommateur américain qui va payer plus cher tout ce qui sera importé. Et ensuite, en termes de revenus fiscaux pour l'État, là, tout dépendra un peu du niveau et tout dépendra aussi de ce qui va se passer pour les principaux pays partenaires. Est-ce que l'Union européenne, le Japon, la Corée vont faire des représailles ? De quelle ampleur ? Et in fine, à peu près tout ce que les économistes ont étudié depuis des dizaines d'années montre qu'une guerre commerciale, ça se termine jamais bien. Jusqu'où ça peut aller, c'est voilà, l'une des questions. Par contre, ça peut aller très loin. Qu'on va se poser. Mathieu Mabin, vous êtes notre correspondant à Washington. Donald Trump a tenu à faire de ce 2 avril un jour historique pour les États-Unis. On a beaucoup parlé d'âge d'or. C'est la petite musique qu'on a entendue ces dernières semaines. On voit qu'il a mis les bouchées doubles. Il a sorti les grands moyens. On découvre ces images des jardins de la Maison-Blanche. C'est là qu'il va faire son annonce. Oui, absolument. C'était même dans son discours d'investiture le 20 janvier dernier. Vous vous en souvenez, il avait utilisé cette expression, l'âge d'or de l'Amérique est de retour. Il a aussi beaucoup parlé de renaissance de l'Amérique aujourd'hui pour ce jour de la libération. Une expression un peu étonnante pour nous Européens, puisque ce terme veut dire bien d'autres choses, en tout cas pour nous les Français. Ce qui est intéressant à observer, effectivement, c'est l'incompréhension qui domine ici
autant chez les observateurs de la vie politique que nous sommes, que chez les économistes américains et jusque dans son propre camp, où un groupe de sénateurs républicains, par exemple, mettent en garde le président des États-Unis jusqu'où ne pas aller trop loin. Il y a une vraie inquiétude qui pèse ici et qu'on le retrouve évidemment dans le seul domaine qui ne ment jamais, c'est les marchés financiers, où il y a une vraie fébrilité. Ça, c'est incontestable, mais ça fait déjà plusieurs semaines que ça dure. Et on a découvert, alors que vous parliez J.D. Vance, le vice-président, alors qu'on attend toujours les propos de Donald Trump, les propos tant attendus par les investisseurs, les entreprises et les marchés. Mounia Benaïssa, vous nous avez rejoint justement, vous vouliez dire un mot à ce propos. Oui, justement, sur les consommateurs américains, Anthony, il y a la Fed qui va regarder de très près ce discours de Donald Trump. La Fed, elle regarde quoi? Elle va regarder l'inflation, la conséquence aussi sur les emplois. La Fed qui a déjà anticipé une croissance moindre, 1,7% pour cette année contre 2,1% prévu auparavant. Et elle table aussi sur l'inflation, l'accélération de l'inflation. La Banque centrale américaine, elle avait déjà souligné les effets de ce niveau d'incertitude qu'elle avait qualifié d'anormalement élevé. Et puis elle prévoit justement cette inflation à 2,7% et aussi un taux de chômage élevé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour le consommateur américain? Des prix élevés et aussi beaucoup de pertes d'emplois sans doute. Et puis aussi les taux d'emprunt qui vont augmenter et ça c'est important à souligner. Thierry Mayer, Mounia Benaïssa parle de l'inflation précisément. L'inflation, la lutte contre l'inflation, la hausse du pouvoir d'achat, c'est entre autres ce sur quoi Donald Trump a été élu. Et ces droits de douane, ils vont avoir un impact sur le portefeuille des Américains. Oui, c'est ce qui paraît le plus étonnant, quelque part. C'est d'une part le fait qu'il ait fait campagne en disant que Biden avait... Je vais me permettre de vous interrompre, Thierry Mayer, puisque l'on voit Donald Trump qui s'avance vers son pupitre pour prononcer donc, cette allocution très attendue et l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane. Un nouveau cap dans cette guerre commerciale déjà amorcée par le président des États-Unis. Une prise de parole très scrutée qui a lieu donc après 22 heures, après l'heure de clôture des marchés américains à Wall Street et qui sont sans nul doute, des propos qui sont sans nul doute scrutés par tous les pays qui craignent évidemment d'être concernés par ces droits de douane annoncés par le président des États-Unis. On a en tête évidemment le Canada, le Mexique, mais également les pays de l'Union européenne. On écoute le président des États-Unis. Merci. Quel beau groupe, quelle foule devant moi. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous tous. Beaucoup de bonnes choses vont se passer pour notre pays. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Chers compatriotes, voilà le jour de la libération. Nous l'attendions. 2 avril 2025. C'est un jour qui restera dans les livres d'histoire. Le jour de la renaissance de l'industrie américaine, là où les Américains ont repris le contrôle de leur destin. Le jour où nous avons décidé de rendre à l'Amérique sa richesse. Pendant des décennies, notre pays a été pillé, violé par les pays voisins, lointains, nos amis, nos ennemis, qui ont empêché au bon peuple américain de bien se développer. Ils ont énormément souffert. Ils ont regardé avec terreur que la façon dont les leaders du monde entier leur ont volé leurs emplois, leur ont détruit leurs usines. C'était l'effondrement du rêve américain, du si beau rêve américain que l'on connaissait et que l'on a perdu pendant des années, des décennies. On a arrêté d'en entendre parler. Et puis, nous revoilà. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets. D'ici quelques instants, je vais signer un décret présidentiel historique qui institue des droits de douane réciproques partout dans le monde. Ça veut dire œil pour œil, dent pour dent. Très simple. Rien de plus simple. C'est l'un des jours les plus importants de l'histoire américaine à mes yeux. C'est la déclaration de notre indépendance économique. Pendant des années, les citoyens américains qui travaillaient dur ont dû être sur le banc
sur la touche, voir les autres s'en mettre plein les poches à leurs dépens. Mais c'est leur heure qui est arrivée, avec ces droits de douane qui permettront d'engranger des milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars extrêmement rapidement. Aujourd'hui, nous allons pouvoir rendre sa grandeur à l'Amérique plus que jamais auparavant. Les emplois dans les usines reviendront aux États-Unis. Nous le voyons déjà sous nos yeux. Nous allons booster notre base industrielle domestique. Nous allons casser les obstacles au commerce qui viennent de l'étranger. Nous allons nous réinstaller dans la concurrence internationale. Ce sera l'âge d'or de l'Amérique qui revient enfin. Nous sommes ravis aujourd'hui d'avoir à nos côtés le vice-président J.D. Vance. J.D., merci. Où es-tu, J.D.? Ah, te voilà. Pas très difficile à te voir dans cette foule. D'habitude, tu es juste en face de moi et je vois que tu prends confiance. Mais bref, tout mon gouvernement est là. Mike Johnson, le président de la Chambre aussi, qui a fourni un travail exceptionnel. D'ailleurs, hier, un succès retentissant en Floride avec une majorité de 7. C'est énorme. Nous avons gagné, mais c'est grâce à toi. Et de nombreux membres de la Chambre et du Sénat sont aussi parmi nous aujourd'hui. J'en profite pour les remercier. Pendant des décennies, les autres pays ont mis des bâtons dans les roues des États-Unis avec les droits de douane, avec même des droits de douane non monétaires pour tester notre industrie, la mettre au défi. C'était pire, le pire du pire. Ils ont manipulé leur monnaie, subventionné leurs exportations, imposé des taxes sur la valeur ajoutée exorbitantes. Ils ont adapté leurs règles pour nous entraver. Ils ont créé des paradis de pollution, tout ça contre nous. Alors là, d'ailleurs, le représentant des États-Unis a présenté un rapport sur ce sujet, un rapport que vous pouvez consulter. Vous voyez, c'est un travail conséquent et ce n'est pas un travail dans le vide, pas un travail pour rien. Ce livre, il est vraiment édifiant quand on le lit. On se rend compte ce que tous ces gens ont fait contre nous, contre les États-Unis pendant des décennies. Mais ces jours sont révolus. Permettez-moi de vous rappeler quelques exemples atroces d'attaques contre nos travailleurs américains pendant des décennies. Des droits de douane à l'ordre de 2,4% sur les motos thaïlandaises, alors que l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam, eux, ont des droits de douane de 70-75%, voire même plus élevés. Aujourd'hui, les États-Unis reprennent le volant. Rendez-vous compte, avant, 2,5% de droits de douane sur les voitures. L'Union européenne nous impose énormément, 10%. Et la TVA aussi là-bas est énorme. L'Inde, 70%. Mais le pire, je pense, ce sont les restrictions non monétaires imposées par la Corée du Sud, le Japon et tant d'autres pays. C'est le résultat de barrières commerciales énormes. 81% des voitures en Corée du Sud, produites en Corée du Sud sont exportées aussi à Toyota. Tant d'automobiles sont produites au Japon et exportées aux États-Unis. Nos entreprises, par contre, n'arrivent pas à percer sur ces marchés-là. Et c'est dommage, car ce sont nos amis, mais malheureusement, souvent, nos amis sont pires que nos ennemis. Le déficit commercial a ravagé notre base industrielle et a mis en danger notre sécurité nationale. Ce sont les
pays qui en sont responsables, les pays étrangers, c'est aussi l'ancien président Biden. C'est vraiment lui qui a mis le pays dans un état incommensurable. Et c'est pour cela qu'il faut réagir avec des droits de douane de 25% sur la production automobile hors États-Unis. Brian, s'il te plaît, viens sur scène, car tu nous soutiens depuis tant et tu comprends bien cette économie bien plus que tous les économistes. Viens donc là. Merci, Monsieur le Président. Moi, je viens de Détroit, dans le Michigan, là où Reagan et les démocrates ont souvent eu le pouvoir. Reagan, c'était le meilleur président de ma vie jusqu'à ce que Donald Trump n'arrive. J'ai vu pendant toute ma vie des usines fermées à Détroit et dans la région. Et maintenant, il y en a tellement qui ont mis la clé sous la porte. Elles sont sous-exploitées. Et Donald Trump, ses politiques vont nous permettre de rouvrir ces usines. Il va y avoir de nouveaux investissements, de nouvelles usines construites, de nouveaux membres aussi, beaucoup d'emplois. Et d'ailleurs, ils sont présents ici. Nous soutenons les politiques de Donald Trump sur les droits de douane à 100%. Donc, Monsieur le Président, nous ne pouvons vous remercier assez. Et dans 6 mois, nous commencerons à voir les bienfaits de vos politiques et il me tarde de les voir. Merci, Monsieur le Président. Oh, un type formidable. Et ce petit groupe là-bas, il est vraiment à l'image de cet homme. Au Michigan, d'ailleurs, nous avons remporté une énorme victoire et j'aimerais remercier les travailleurs du secteur automobile de Michigan qui sont ici présents. Merci beaucoup. Vous allez être très bientôt très contents. Vous allez voir ce qui va se passer. Et pas juste pour les entreprises automobiles, mais toutes les entreprises. Beaucoup d'entreprises annoncent non-stop qu'elles vont se relocaliser aux États-Unis. C'est du jamais vu. Et nous pensons aussi à nos agriculteurs, à nos rangers qui ont été brutalisés par les autres pays du monde. Le Canada, d'ailleurs, impose des droits de douane de 250 à 300% sur nos produits laitiers. Rendez-vous compte, une brique de lait tellement imposée, mais voilà, 250%, 300%, ils se demandent, certains se demanderont, nous, qu'est-ce qu'on fait avec les produits laitiers canadiens? On les impose à peine. Bref, la situation n'est pas belle du tout, c'est très injuste pour nos agriculteurs, pour notre pays. Et des pays comme le Canada, nous les aidons énormément. Nous maintenons leur économie à flot, leurs entreprises aussi. Et ils nous font des coups bas. 200 milliards de dollars de subventions au Canada par an. Et je me demande, mais pourquoi est-ce qu'on les aide autant? Il faut que les Canadiens se mettent à travailler pour eux-mêmes, sans aide. Et c'est pour cela aussi que nous avons un énorme déficit, une énorme dette qui croule sur nos épaules depuis tant d'années. Mais cela, nous n'allons plus l'accepter. Et parlons d'ailleurs de l'Union européenne aussi, qui impose des droits de douane sur la volaille américaine. Alors nous voulons envoyer nos voitures dans l'Union européenne et eux ne veulent pas nos produits. Et c'est pareil aussi pour l'Australie qui a des gens formidables et ils interdisent notre bœuf. Des millions de tonnes de bœuf interdites. Ils refusent d'accepter notre bœuf parce qu'ils ont peur pour leurs agriculteurs. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, la même chose. Et donc à partir de minuit ce soir, donc, nous allons agir. Et la Chine, qui inflige des sanctions terribles à nos agriculteurs. La Corée du Sud, c'est pareil, 50%, même plus.
Et au Japon, 700%. C'est tout ça parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur vende leur riz. Mais après tout, bon, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher, Madame la ministre? Vous êtes bien d'accord, hein? Eh oui. Et le prix des œufs, d'ailleurs, qui explose. Vous avez fait, Madame, un travail exceptionnel pour contenir cette explosion. Et le prix est en berne. Et c'est une bonne chose. Nous appliquons 2,8% de droits de douane sur tant d'autres pays, alors que ces pays-là nous mettent des droits de douane de 100-200%. On veut nous rendre pauvres. Il faut éradiquer ces politiques. Et la Chine, c'est un des pays qui en profite le plus. C'est un pays fort. Mais malgré tout ça, les États-Unis payent le prix dur de ces mesures. Jusqu'en 1919, nous étions le pays qui imposait énormément de droits de douane. Nous étions extrêmement riches. D'ailleurs, dans les années 1880, une commission a été établie pour se demander ce qu'ils allaient faire avec tout cet argent qu'ils avaient amassé par les droits de douane. Voilà un problème que j'aimerais bien avoir. Marco l'adorerait aussi. Malheureusement, ce problème ne se pose plus, mais attention, on ne sait jamais, la situation pourra vite s'améliorer. Comment amasser tant d'argent? C'est toute la question. En 1919, il y a eu une taxe sur le revenu qui a été instaurée. Et elle a permis de faire tourner notre gouvernement. Mais malheureusement, il y a eu la Grande Dépression en 1929. Ça ne se serait jamais produit si on était resté à la même politique douanière aux États-Unis. Elle aurait sauvé notre pays, mais bon, c'était trop tard et on ne pouvait plus arrêter la situation. Cette Grande Dépression a duré des années et des années. Et même après Franklin Roosevelt. D'ailleurs, ce système que vous voyez en arrière-plan de la Maison-Blanche, c'est lui qui l'a construit. Mais bref, c'est lui qui a refaçonné le monde à son image après la guerre. Il faut maintenant être à nouveau intelligent et riche. Et notre pays sera riche. Tant de nos richesses ont été volées. Nous ne permettrons plus cela. Nous pourrions être bien plus riches que tout autre pays. Mais maintenant, nous devenons de plus en plus intelligents. Avec une guerre commerciale qui se déroule sous nos yeux, les États-Unis ne peuvent pas juste capituler contre le Canada, le Mexique et tant d'autres pays. Nous l'avons fait pendant trop longtemps, mais maintenant c'est fini. Nous les avons fournis, nous leur avons subventionné des aides militaires et tant d'autres types d'aides. Et maintenant, ils sont en colère contre nous parce que nous ne les soutenons plus. Mais il faut nous soutenir nous-mêmes, prendre soin de notre population. Et aujourd'hui, nous nous engageons pour les travailleurs américains et nous mettons enfin sur pied des mesures pour faire passer l'Amérique d'abord. À l'époque de Joe Biden, qui était vraiment soporifique, tant d'emplois manufacturés ont été perdus à des rythmes d'ailleurs records. Le déficit s'est creusé pour atteindre le déficit s'est creusé de 1200 milliards de dollars. Rendez-vous compte, c'était un accord terrible ce qui s'est passé sous Joe Biden. Et nous avons dû avoir l'autorisation du Congrès pour une mesure de Joe Biden qui était vraiment lamentable. Notre pays a perdu 90 000 usines, rendez-vous compte, 90 000. 90 000, vraiment. C'est à se demander si c'est vraiment possible de détruire autant d'usines à la fois par un seul homme.
Tant d'emplois ont été rayés de la carte aussi. Le déficit commercial s'est creusé 19 000 milliards de dollars, le pire accord de toute l'histoire des États-Unis signé par Joe Biden. Et la situation continue de s'empirer si je ne suis pas là pour intervenir. Les actifs étrangers aussi, c'est une épine dans notre pied. Bref, il faut maintenant changer et nous importons virtuellement tous nos ordinateurs portables, télévisions, tous nos produits électroniques, alors que nous étions une puissance dominatrice avant. La Chine produit plus de semi-conducteurs chaque année que toutes les entreprises américaines combinées. Rendez-vous compte. Avant, nous étions vraiment en position de force. Aucun déficit commercial. Et pourtant, maintenant, c'est terrible. C'est une menace à notre mode de vie, notre sécurité nationale, à notre pays. Voilà pourquoi, dès demain, les États-Unis mettront sur pied des droits de douane réciproques vis-à-vis de tous les autres pays du monde. Ça fait longtemps qu'on en parle. Pendant des décennies, c'était tabou. Et puis maintenant, nous les appliquons. Nous allons calculer le taux moyen de tous les droits de douane en prenant en compte différents indicateurs. Mais comme nous sommes un peuple gentil, très gentil d'ailleurs. Oh, vous, par contre, vous n'êtes pas très aimable quand vous vous faites arnaquer, hein. Oh non. Mais bref, tous les gens qui ont voté démocrate, il fut un temps, ne votent plus maintenant démocrate parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont vraiment les démocrates, notamment les travailleurs. Et nous, on va leur imposer la moitié des droits de douane qu'ils nous ont imposés. Donc ce n'est pas tout à fait des droits de douane réciproques. J'aurais pu être très dur pour beaucoup de pays. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir cette statistique. Est-ce que vous l'avez? Mon secrétaire du commerce est vraiment exceptionnel. Merci, le voilà. Voilà donc ce tableau. La Chine en première place. La Chine, 67%. C'est les droits de douane imposés aux États-Unis, y compris la manipulation monétaire et les obstacles commerciaux. 67%, vous pouvez le voir, ceux qui ont des bons yeux. Il y a beaucoup de vent en plus, c'est pas facile de tenir ce grand panneau là. Mais voilà, 67% donc. 67%, et nous allons donc leur imposer un droit de douane avec une petite réduction, voilà, 34%, pour que personne ne soit en colère. Bon, alors ils seront quand même en colère, parce qu'on ne leur imposait quasiment aucun droit de douane, mais bref. L'Union européenne aussi, des partenaires extrêmement difficiles, durs. L'Union européenne, si vous pensez qu'ils sont vraiment très amicaux, vous pouvez changer d'avis parce que c'est pathétique tellement ils nous escroquent. Donc nous allons leur imposer 20% de droits de douane. Le Vietnam aussi, des grands négociateurs, une très bonne population, un très bon peuple. 90% ils nous imposent. Ben nous, ça va être 46%. Taïwan, maintenant, qui nous a pris tous nos semi-conducteurs, toutes nos puces, alors que nous étions les rois, nous avions tout à notre disposition. Et maintenant, on n'a plus rien. Mais maintenant qu'une entreprise va être relocalisée chez nous, grâce au travail de Lee Zeldin, la situation va s'améliorer. Et donc, Taïwan va amener sa main-d'œuvre, son expertise chez nous, construire une énorme entreprise. Mais bon, quand même, 64% de droits de douane, nous, on va leur imposer 32%. Le Japon aussi, des gens bien. Et je ne leur en veux pas, ils sont très intelligents. Moi, les gens contre qui je suis en colère, c'est l'ancien gouvernement américain. Donc le Japon, 46% il nous impose et 24% on va leur imposer en retour, notamment à cause de toutes les voitures qu'ils produisent. L'Inde aussi, un partenaire redoutable au niveau commercial. Le Premier ministre vient de partir, mais c'est un ami à moi.
Mais bon, alors je lui ai dit, tu es mon ami, mais tu ne nous as pas traités de la bonne façon pendant des années, des décennies. Nous avons été maltraités. Et quand je suis arrivé pour la première fois il y a 7 ans, ça a commencé avec la Chine, avec des centaines de milliards de dollars de droits de douane. Et la Chine a compris. Le président Xi a compris. Bon, d'accord, je comprends la situation. Les autres pays aussi. Mais alors peut-être qu'il y aura des hauts et des bas dans ces relations. Mais il faudra bien qu'ils comprennent qu'ils nous escroquent et qu'il va falloir qu'ils changent. Et Shinzo Abe au Japon, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'était un allié fantastique, mais bon, malgré tout, il a été assassiné, malheureusement. Et il avait reconnu que ces échanges n'étaient pas justes pour nous, les États-Unis. C'était un gentleman exceptionnel, fantastique. Il avait tout de suite compris ce dont je lui parlais et il reconnut la nécessité qu'il fallait agir. Et cet accord, nous l'avons signé avec le Japon. D'ailleurs, il aurait pu être meilleur si j'avais accédé au pouvoir avant. Mais bon, bref. 61%, la Suisse, l'Indonésie, la Malaisie, le Cambodge. Oh, regardez le Cambodge, 97%. On va leur imposer 49% de droits de douane. Ensuite, le Royaume-Uni, 10%. Et on va leur appliquer 10% quand même. Donc, réciprocité. L'Afrique du Sud, maintenant, 60%, 30%. Il se passe des choses terribles en Afrique du Sud. On leur livre des subventions de dizaines de milliards de dollars, mais on va arrêter. Les fake news en parlent, et il faut vraiment s'intéresser à la situation là-bas. Brésil, Bangladesh, 74%. Bon, vous voyez, vous avez compris la logique. Ensuite, le Pakistan, Sri Lanka, 88%. Donc bref, ce que nous faisons, c'est que nous prenons... Nous aurions pu prendre ces 88%. Ah, merci. Remerciez donc cette personne qui vient de prendre cette statistique de mes mains. J'ai même pris ma petite casquette au cas où il y avait trop de vent. Alors, est-ce que vous voulez une casquette? Oui. Ah ben, en fait, je vais donner cette casquette aux travailleurs du secteur automobile. Tenez. Merci, les gars. Ils le méritent. Ils le méritent bien plus que notre gouvernement. Notre gouvernement a déjà beaucoup de casquettes. Mais bon, vous voyez, tous ces chiffres-là, ils étaient tellement disproportionnés, c'était injuste. Et dans le même temps, nous allons établir un seuil minimum, un taux plancher de 10% pour les droits de douane, de 10%, donc pour éviter des situations de triche illégale, injustes envers nous. Il y aura des personnes qui garantiront que les droits de douane ne passent pas sous 10%, car après tout, la situation est grave. C'était jusqu'à présent une énormité, tant de mauvaises choses qui se produisaient. Tous ces pays du reste du monde que nous traitions avec grand respect, trop bien sans doute, et qui nous escroquaient. Maintenant, ils vont devoir payer. Payer, c'est un privilège pour avoir accès à notre marché qui est le meilleur du monde. Nous avons le plus grand marché du monde. Et il y a 4 ans, nous avions le meilleur pays du monde en matière économique. Nous dépassions largement la Chine. Personne ne pouvait nous rattraper, mais tout est retombé en poussière depuis 4 ans avec Joe Biden. Et j'ai fait une promesse il y a quelque temps, et vous me connaissez, quand je fais une promesse, je la tiens. Eh bien, c'est précisément ce qui se passe. Et si vous demandez à toutes les entreprises, elles comprennent aussi ma logique de pensée économique. Les droits de douane réciproques, c'est une bonne chose. Et bon, là, ces droits de douane, nous sommes gentils sur la réciprocité. C'est une demi-réciprocité.
Et si vous voulez ne pas être touché par les droits de douane, la meilleure solution, c'est de s'installer aux États-Unis et de produire vos produits avec des matériaux américains sur le territoire américain. Tout le monde s'en rend compte, les premiers ministres, les rois, les reines, les premiers ministres, tout le monde demanderont aussi bientôt des exemptions. S'il vous plaît, abaissez les barrières commerciales, arrêtez de manipuler vos monnaies, etc. Et on leur répondra cela aussi. Et parce qu'ils l'ont fait pendant si longtemps. Mais là, ce qu'on va faire, c'est rendre nos produits attrayants pour que les pays du monde entier les achètent, nous les achètent. Ces pays-là nous infligeaient des grands dommages, des grands dégâts économiques. Mais là, nous allons connaître une croissance inédite, ça va être spécial. Je suis vraiment ravi, j'ai hâte de voir le résultat de ces mesures. Et d'ailleurs, ça commence dès maintenant. Les travaux commencent partout dans notre pays, des entreprises bourgeonnes, des entreprises grandes, riches aussi, qui investissent 61 milliards de dollars déjà dans notre pays. Elles vont commencer d'ici quelques jours. Les plus grandes entreprises se sont engagées à construire, c'est ce qu'on va faire, des usines dans notre pays. Et tout le monde veut me parler au niveau des entreprises et je leur dis, mais moi j'ai déjà tellement de choses à faire, à la Russie, l'Ukraine, les Houthis, les tirs à la frontière, la construction navale, bref. Voilà maintenant quelques listes d'entreprises qui se sont engagées à produire des entreprises, des usines aussi sur notre territoire. Apple va dépenser 500 milliards de dollars. Jamais ils n'ont dépensé autant pour nous. SoftBank, OpenAI, Oracle, des entreprises fantastiques qui investissent également 500 milliards de dollars immédiatement. Nvidia aussi, des centaines de milliards de dollars qu'ils viennent d'annoncer. TSMC, la plus grande entreprise de semi-conducteurs au monde qui vient de Taïwan, investit maintenant 200 milliards chez nous. Et ils l'ont bien compris depuis mon élection le 5 novembre. C'est un bon plan qu'ils suivent ici. Et nous voulons avoir une plus grande part du contrôle de production de semi-conducteurs avec Taïwan. Nous avions tout, 100%, et nous avons tout perdu à cause des personnes dans ce bureau là-bas. Johnson & Johnson aussi, une superbe compagnie, Eli Lilly, 7 milliards, Meta aussi, 500 milliards de dollars. Impressionnant. Le Mac, CMA, CMA-CGM aussi, 200 milliards de dollars. Stellantis, General Motors, Space Honda, Nissan, Hyundai, toutes ces entreprises déboursent des centaines de milliards de dollars pour investir chez nous. C'est inouï. Et cela se produit après 2 mois et demi, rendez-vous compte. Tout le monde me regardait. D'ailleurs, il y a quelque temps, j'ai parlé avec un grand représentant d'une entreprise automobile et il me racontait sa situation. Il voulait investir. Et il m'a dit, je lui ai demandé, bon, que penses-tu de la situation économique? Et il m'a répondu, donc c'est un homme assez âgé, très raisonnable. Et donc il m'a répondu, jamais je n'aurais pensé que quelqu'un ait le courage d'agir comme vous, qui transformez notre nation. Notre nation tout entière va être transformée à tout point de vue.
Et il m'a dit, cela, c'était magnifique. Et d'ailleurs, je vais essayer de retrouver l'enregistrement de cette déclaration tellement elle était belle. Et je vais la transmettre à tous les travailleurs syndiqués et non syndiqués d'ailleurs de ce pays. 6 000 milliards d'investissements en quelques mois. C'est plus que depuis tant d'années. Et imaginez un peu tout ce que cela représente, 6 000 milliards de dollars. Même si même un tout petit pourcentage de cela, des pays seraient prêts à dire oui. Mais nous avons ces 6 milliards et ça va être formidable pour notre pays. Transformer notre pays, transformer notre industrie et ça se produit déjà sous nos propres yeux. En ce moment, des gens très riches, vous lisez des articles sur eux, des managers, des PDG de grandes entreprises, voient l'enthousiasme mondial. Et ceux qui ont abandonné notre pays maintenant reviennent à des rythmes effrénés car ils voient des perspectives de faire de l'argent aussi, de créer des emplois. Il y a bien sûr les mondialistes et les fake news qui se plaindront, mais n'oubliez pas que tout ce que nos adversaires ont dit à notre sujet depuis 30 ans, c'était n'importe quoi, ils avaient tort. Pensez à la Chine, les partenariats, un partenariat qui aurait été terrible si je n'y avais pas mis fin. Vous n'auriez pas de travail ici si je n'étais pas intervenu avec la Chine. Lors de mon premier mandat, ils ont dit que les droits de douane allaient faire effondrer l'économie. Et malgré tout, l'économie que nous avons réussi à construire, c'était la plus forte du monde. J'ai un très grand respect pour la Chine. Mais la Chine prenait tellement avantage de nous. Elle nous exploitait. Et j'ai réagi. La Chine comprenait à l'époque ce qui se passait. Et peut-être que le président s'est dit, il était temps que Trump agisse. Mais vous savez, je dis à tous les chefs d'État et de gouvernement, prenez soin de votre pays, nous, on va se tourner sur le nôtre. Le jour où j'ai été élu, le marché a explosé, a bondi, autant pour le premier mandat que pour le deuxième mandat. Jamais la bourse, lors de mon premier mandat, ne s'est aussi bien portée. Il n'y a même pas de comparaison avec les autres présidents. Les chiffres ne le montrent pas toujours, mais la réalité est bien meilleure. Vous voyez l'activité, vous voyez des usines qui étaient fermées à l'époque et qui maintenant vont rebourgeonner. On parle de renouveau de l'industrie. J'ai un ami qui construit des avions, des voitures, des entreprises, des usines. Et il me parlait d'aller au Mexique. Mais non. Quand j'ai commencé à penser, à postuler pour la présidentielle, et là, il a changé d'avis. En l'espace d'une heure. Et puis, j'ai gagné. D'ailleurs, les médias refusaient de croire à ma victoire. De toute façon, personne ne veut lire les journaux. Mais bref, j'avais la victoire, je voyais la victoire se profiler. Et tout le monde en parlait. D'ailleurs, cette victoire, j'en parle depuis tant d'années, 40 ans. Regardez mes vieux discours quand j'étais jeune et beau. Mes vieux discours, autant à la télé. Et je disais que les États-Unis se faisaient avoir, escroquer par d'autres pays. Rien n'a vraiment changé entre l'époque et aujourd'hui. Mais quel honneur maintenant de pouvoir faire ce que je fais. Regardez la Chine. J'ai pris des centaines de milliards de dollars lors de mon premier mandat. Et
Ils se sont fait les poches. Mais plus avec moi. Lors de mon premier mandat, j'ai pris des mesures pour contrebalancer cet équilibre, et à tel point que Biden n'a même pas voulu y toucher à ma mesure. Elle était quand même bonne. Ces chiffres, ils étaient si importants qu'ils ne pouvaient pas toucher à mon programme. Donc bien sûr, je leur ai simplifié la tâche aux démocrates pendant 4 ans. Des centaines de milliards de dollars dans leur poche. Vraiment, nous étions partis pour quelque chose d'exceptionnel. Et puis, il y a eu l'élection, malheureusement, en 2020. Et c'est pour ça qu'en 2024, j'ai dit que cette élection, il faut la remporter de telle sorte qu'il ne pourra y avoir de doute. Elle ne pourra pas être truquée. Et c'est précisément ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, vous êtes là, comme Brian et ses amis, pour vous féliciter, pour participer à cette célébration. Car nous allons révolutionner notre pays en un temps record. Tout le monde en parlera. Certains ont fait des prédictions, mais on voit que l'inflation dégringole à son niveau le plus bas depuis 4 ans. Les prix chutent aussi. Cela fait 4 semaines que nous étions là et on me critiquait déjà sur le prix des œufs. Mais on ne peut pas faire chuter le prix des œufs en un si peu de temps. Et c'est bien ce que je leur ai dit aux médias. Je viens d'arriver. Et il faut travailler sur les œufs, c'est ce que j'ai dit. Il faut travailler même sur tout. Et notre secrétaire à l'agriculture a réalisé un travail formidable. Elle a réalisé vraiment un travail formidable. Et d'ailleurs, je me répète, le prix des œufs a chuté de 59%. Et il y a des œufs disponibles partout. Alors que avant, les œufs, c'était vraiment en pénurie. Donc merci, Madame la secrétaire, vous avez réalisé un superbe travail. Et puis aussi parlons des fruits et légumes et des denrées alimentaires. Un si beau mot. On a vu leurs prix exploser depuis des années. Les prix, en revanche, de l'énergie ont bien chuté. Et les Américains vont pouvoir à nouveau acheter, les ménages vont pouvoir revivre. En l'espace de quelques semaines, nous avons créé 10 000 nouveaux emplois industriels. Des chiffres que l'Amérique n'a jamais vus, n'a plus vus depuis longtemps. Du moins, ça, en 4 ans, ça c'est sûr. Et tout ça, c'était la faute de Joe l'endormi, Joe le soporifique, qui n'a rien fait contre les niveaux d'inflation records de l'histoire de notre pays. C'était la faute à ces mauvaises politiques qui ont permis à des millions et des millions d'immigrés clandestins d'entrer aux États-Unis par notre frontière. C'est si triste de voir une telle situation. Et Christy, s'il te plaît, lève-toi. Et Tom Homan. Ceux-là, ils font vraiment un travail impressionnant. Et les juges, parlons-en. Et il y en a certains qui ne veulent pas rendre leur poste. Parlons des gangs, aussi vicieux, qui tuent des gens dans les rues. Ils n'y réfléchissent même pas. Et les juges de la gauche radicale ne veulent pas que les immigrés clandestins rentrent chez eux. Mais vous, du département de la sécurité intérieure, vous avez travaillé avec brio. La frontière, maintenant, n'a jamais été aussi bonne. Elle est encore meilleure que lors de mon premier mandat. C'est quelque chose sur lequel nous nous étions concentrés lors de mon premier mandat, mais c'est encore mieux maintenant. Vous vous êtes dépassé.
Et nous voulons d'ailleurs que les gens viennent dans notre pays, mais par des biais légaux, par des moyens légaux. Et donc, nous voulons des travailleurs comme ceux là-bas. Nous voulons des gens aux États-Unis, mais nous voulons des travailleurs qualifiés, nous voulons des gens qui aiment notre pays, pas des gens qui détestent notre pays, qui sont prêts à tout faire pour entrer dans notre pays. Mais voilà, ce que nous faisons maintenant, c'est nous imposons des coupes, des abattements fiscaux, des baisses d'impôts aussi dans notre pays. Les démocrates diront que c'est une mauvaise chose, mais ils diront que si nous faisons cela, l'économie va s'effondrer. Mais c'est faux. Ils ont été terribles. Jamais, d'ailleurs, mes taux d'appréciation dans les sondages n'ont été aussi élevés. C'est un record dans l'histoire des présidents américains. D'ailleurs, merci. Mais Mike Johnson, président de la Chambre, d'ailleurs, merci. Un travail formidable, un travail d'arrache-pied pour faire passer ce plan, un projet de loi vraiment grand, beau, magnifique, j'adore l'appeler comme ça. Ce grand projet de loi beau, magnifique, important, avec des grandes baisses d'impôts, ce sera fantastique. Et pour les voitures, d'ailleurs, il y aura des exemptions d'impôts si vous achetez une voiture américaine. Si vous achetez une voiture qu'elle est construite aux États-Unis, votre taux d'intérêt sera aussi réduit. Ça va être fantastique. Et c'est une mesure qui va produire des résultats rapidement. Jamais nous n'avons vu une telle situation. D'ailleurs, cette idée, elle est si simple, personne n'y a pensé. On aurait pu dire « Ah, mais pourquoi on ne l'a pas mise en œuvre avant ?» Mais oui, en fait, c'était mon idée. Cette idée et tant d'autres vont nous remettre sur pied. Et Mike, ce que tu fais, c'est très important, notamment le plan de budget du Sénat, ça nous donne une base sur laquelle construire, avec des projets de loi aussi dont nous avons besoin. Il y aura des baisses d'impôts permanentes aussi, des investissements historiques dans l'énergie. Bref, ce que nous faisons, c'est que nous réparons tout. Ça va être un seul projet de loi qui va définir la trajectoire de notre pays pendant des... Voilà pour cette allocution de Donald Trump très très attendue. Le président des États-Unis qui continue d'ailleurs ses propos depuis Rose Garden, les jardins de la Maison-Blanche. Il a annoncé donc de nouveaux droits de douane, des droits de douane qui sont décidés au cas par cas. Tableau à la pluie, il a défini effectivement différentes taxes selon le pays concerné, tous les secteurs. Des absents dans le tableau présenté, le Canada et le Mexique. On y reviendra. Thierry Mayer est avec nous, professeur d'économie à Sciences Po Paris, tout comme Mounia Benaïssa, chroniqueuse économie ici à France 24. On rejoindra dans un instant Mathieu Mabin, notre correspondant. Et puis, bien sûr, nous irons prendre le pouls à Mexico, au Mexique, rejoindre Laurence Cuvillier, et à Montréal, au Canada, pour rejoindre François Riouet. Thierry Mayer, je voudrais d'abord qu'on revienne sur ce qui a été annoncé. Alors, il a parlé d'abord de droits de douane réciproques. On s'aperçoit que dans le détail, c'est beaucoup plus précis, finalement, avec ce tableau à la pluie. 34% pour la Chine, l'Union européenne, 20%. C'est du cas par cas, mais il l'assure. Il a été gentil, dit-il. Il impose la moitié des droits de douane pour certains pays. Et il assure surtout que ça va permettre une croissance inédite. Ça va permettre de créer des emplois. Il se présente un peu comme le sauveur de l'Amérique par rapport à tout ce qui a été fait avant. Je crois que ce qui est en fait le trait marquant, ce qui est vraiment important dans ce qui a été annoncé, c'est que ça a l'air d'être des tarifs uniforme, c'est-à-dire sur tout ce qui exporte la Chine, tout ce qui exporte l'UE, tous les secteurs. Ce qui veut bien dire, et je pense que c'est vraiment ce qui résonnait le plus dans un peu le flow trumpien habituel, c'est que le but, c'est de faire des revenus. Et donc, parce qu'avec ces montants-là,
appliquer à tout, c'est pas choisir un secteur plutôt qu'un autre et faire cette réciprocité, par exemple, effectivement, le 2,5% sur les voitures dans un sens, le 10% avec l'UE, c'est pas du tout l'idée, on va remonter à 10%, on met 20% sur tout. Donc ça, c'est le but du jeu, c'est de ramener des recettes, et il en a parlé aussi, pour pouvoir baisser l'impôt sur le revenu. Et ça, c'est quelque chose dans la mythologie américaine, en 1919, on a mis un impôt sur le revenu, puis c'était les catastrophes, on a essayé de remonter les tarifs, ça n'a pas marché. Et donc, il y a vraiment cette idée, je pense, qui est le truc fondamental, qui est de remplacer l'impôt sur le revenu par ça. Maintenant, les montants en tant que tels, ils sont basés sur des chiffres, à mon avis, qui sont complètement farfelus. C'est-à-dire que les montants qui sont donnés correspondent absolument pas au niveau des droits de douane qui sont imposés par ces pays-là. Il dit avoir fait une moyenne, des calculs. C'est vrai que quand il explique un peu les calculs, on sent de l'approximation. Mounia Benaïssa, effectivement, le secteur automobile, c'est l'inquiétude en Europe sur ce secteur, et notamment en Allemagne, parce qu'évidemment, il y a beaucoup à payer pour l'Allemagne. C'est un secteur indécisif. Il faut rappeler que les États-Unis ont importé 474 milliards de dollars de produits automobiles en 2024 et 220 milliards de dollars de voitures particulières. Et la principale entreprise qui va sans doute être touchée, c'est Volkswagen avec ses filiales Audi et Porsche. Volkswagen ne produit qu'un cinquième de ses véhicules sur le territoire américain, ce qui signifie que le reste est produit en Europe ou au Mexique. D'ailleurs, elle n'a pas encore tout à fait évoqué ce qui allait se passer pour le Mexique. Les autres marques allemandes, Mercedes et BMW, vendent environ 16% de leurs voitures sur le marché américain. Donc elles vont, elles aussi, également être touchées. Puis ce qui est sûr, c'est que les États-Unis, les exportations vers les États-Unis vont diminuer sur les 450 000 voitures exportées par l'Allemagne vers les États-Unis. Au moins 20 à 30% seront sans doute perdus. Et puis, peut-être se dessine un gagnant, Tesla, qui a publié ses chiffres partiels, trimestriels. Ils ne sont pas très très bons, ces chiffres. Tesla qui produit énormément sur le territoire américain. Les pièces détachées vont être à la marge, taxées, on l'a appris. Les pneus, les amortisseurs, on a eu quelques détails. Tesla qui pourrait sortir grand gagnant. Et puis on a appris surtout que Elon Musk, qui aidait l'administration américaine, a été sur le départ et va peut-être pouvoir se consacrer à son entreprise qui est en prise à des mouvements de boycott, à du vandalisme. Donc tout cela, c'est à surveiller. Et puis sur l'Union européenne, on a vu ces 20%. La Suisse a été le premier pays, la Suisse hors zone euro bien évidemment, a été le premier pays à réagir. La présidente Karine Keller dit qu'elle prend note et qu'elle va déterminer les prochaines étapes. En tout cas, la Suisse qui se retrouve avec un taux à 31%, plus élevé que donc le reste de l'Union européenne. Oui, vous évoquez Elon Musk à la tête du Doge, effectivement, ce département qui visait à mettre en place l'efficacité gouvernementale, en tout cas à tailler dans le vif le budget et les différentes dépenses. On découvre à l'image Donald Trump donc, qui va signer ce décret instaurant des droits de douane pour tous les pays. Il en a fait le détail il y a un instant. Vous avez pu voir ça sur notre antenne, des droits de douane donc imposés à différents pays. Et ce, sur tous les secteurs. Thierry Mayer le rappelait à l'instant. Et c'est important, la signature donc, de Donald Trump de ce décret tant attendu. Je voudrais, Thierry Mayer, qu'on revienne sur le secteur automobile qu'évoquait effectivement Mounia Benaïssa, alors que l'on découvre donc cette signature de Donald Trump sur ce décret tant attendu. Est-ce que des mesures aussi protectionnistes peuvent fonctionner sur le secteur automobile si derrière, il n'y a pas, par exemple, de politique industrielle adaptée ? Alors, pour les États-Unis, vous voulez dire ? Pour les États-Unis. Donc, pour les États-Unis, il va y avoir, et d'ailleurs, les producteurs américains, donc General Motors, Ford et Stellantis, qui sont très implantés sur place. Il y a le PDG de Stellantis qui a d'ailleurs rencontré il y a quelques jours Donald Trump. Voilà. Et donc, ils ont tous été voir Donald Trump pour faire état de leurs préoccupations sur les pièces détachées. Parce que n'importe quelle voiture est faite de milliers de pièces qui franchissent les frontières de très nombreuses fois. Et aujourd'hui, il y a ces chaînes de valeur un peu globalisées, et en particulier pour les États-Unis avec le Canada et le Mexique. Et donc imposer 25% sur les automobiles, ça bénéficie évidemment à Tesla, par exemple, qui produit là et qui produit l'essentiel de sa chaîne de valeur aux États-Unis, pour ce qui est des États-Unis. Mais un Ford, un pick-up même qui est protégé déjà à 25%,
il achète du métal, il achète des sièges. Et ça fait le trajet avec le Canada de 3, 5, 7 fois. Si on taxe à 25% chacun de ces flux, toute cette chaîne de valeur tombe. C'est-à-dire que c'est des investissements très lourds de la part de ces constructeurs automobiles pour construire ces chaînes de valeur qui, du coup, n'ont plus aucune valeur. Donc, est-ce que ça va inciter nécessairement les consommateurs américains à consommer américain, justement, et les constructeurs à construire et à fabriquer aux États-Unis? Donc, le droit de douane, pourquoi les économistes n'aiment pas les droits de douane? Parce qu'un droit de douane, c'est une taxation inefficace. On peut vouloir faire deux choses. On peut vouloir subventionner la production aux États-Unis. Ça, c'est une chose. Effectivement, en rendant plus cher l'extérieur, ça fait ça. Mais la deuxième chose que fait le droit de douane en même temps, c'est taxer les consommateurs. Si vous voulez subventionner la production d'automobiles aux États-Unis, il suffit de faire une subvention. Il n'y a pas besoin de taxer en même temps le consommateur. Si vous voulez taxer le consommateur, pour une raison ou pour une autre, vous pouvez le faire sans subventionner le producteur. Donc en fait, c'est pour ça que le droit de douane, c'est un instrument très inefficace. C'est à double tranchant, finalement. On peut toujours faire mieux. Même si on veut absolument, et la France, de temps en temps, est obsédée par ramener des secteurs, favoriser certains secteurs. On a parlé des semi-conducteurs. Ça peut être une bonne idée de ramener des semi-conducteurs pour la productivité de l'ensemble de l'économie. Mais il n'y a pas besoin de taxer les consommateurs en même temps. Et la double peine, c'est juste inefficace. Il en a parlé des semi-conducteurs. Oui, avant de revenir sur les semi-conducteurs, pour les automobiles, ça va dépendre également des modèles. Tesla qui se retrouve en difficulté, son dernier grand modèle, le modèle Y, il date de 2020. Donc après, ça va être au cas par cas, en fonction du consommateur, quel modèle, s'il voulait partir sur le pick-up classique américain ou sur plutôt des berlines allemandes. Donc là, ça sera au cas par cas. Et puis effectivement, Donald Trump, il est revenu sur un peu... discrètement, on va dire, sur ce secteur qui est très stratégique, celui des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, ce sont ces petites particules non métalliques qui diffusent l'électricité. Eh bien, c'est 588 milliards d'euros de vente mondiale en 2024. C'est 13% de plus que l'année précédente. La Chine, cette année, elle a annoncé un investissement assez majeur de 40 milliards d'euros dans les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs chinois sont un petit peu moins performants que les semi-conducteurs américains. Le plus grand producteur, c'est TSMC. Il en a parlé d'ailleurs, Donald Trump, c'est le fabricant taïwanais qui apparemment va investir aux États-Unis. Et puis son concurrent, c'est ASML, c'est un néerlandais. Donc c'est vraiment une guerre assez particulière sur les semi-conducteurs. Ils sont présents dans les télévisions, les voitures, les téléphones. Taïwan, qui taxait apparemment à 64%, va se voir imposer des droits de douane de 32% sur ce secteur, notamment des semi-conducteurs. Et ce faisant, Mathieu Mabin, Donald Trump se vante de vouloir défendre le consommateur, le panier du consommateur. Lui qui, on le rappelle, a été notamment élu pour lutter contre l'inflation, défendre le pouvoir d'achat. Lui qui s'est présenté aussi dans ce discours très offensif, très critique, ce n'est pas une nouveauté, à l'égard de son prédécesseur, un Sleepy Biden. L'endormi Joe Biden est revenu à plusieurs reprises. Et il a dit finalement en deux mots, heureusement que je suis là pour intervenir. Oui, absolument, mais ça c'est tout à fait typique de Donald Trump. Donald Trump nous a fait du Trump aujourd'hui, comme il en a l'habitude, avec un discours fleuve qui, à de nombreuses reprises, paraissait tout à fait improvisé, jusqu'au moment où il a brandi ce tableau un peu bancal, en égrénant de manière un peu anarchique et encore une fois improvisée ces chiffres auquel le public essayait de comprendre quelque chose. On est d'abord parti sur l'idée d'une réciprocité totale, et puis on a fini par comprendre effectivement que ça n'était pas tout à fait de la réciprocité, mais que les partenaires économiques des Américains seraient finalement taxés au moins à 50% du traitement qu'ils infligent aux États-Unis, pour faire simple. Mais à partir de minuit, oui, c'est vrai, cette nuit, il sera 6 heures du matin chez vous, l'Amérique appliquera donc la réciprocité des taxes douanières à la manière de Donald Trump, un peu partout dans le monde. Une part de l'acier canadien sur les voitures européennes, vous en avez beaucoup parlé, les produits agricoles australiens, et personne ne sera épargné. Et c'est donc un programme de taxation à la carte, finalement, qui a été privilégié par Donald Trump, après qu'il ait fait durer le suspense, ces derniers jours en tout cas.
Et alors qu'une rumeur de taxation universelle à 20% était particulièrement tenace ici à Washington ces derniers jours. C'est donc dans une longue litanie qu'on a déjà largement décrit, et comme Donald Trump en a le secret, que le président américain a fait l'inventaire des industries américaines qui vont devoir relancer leur production d'acier, par exemple, de semi-conducteurs, et idem dans le secteur agricole. On a vu également Donald Trump brandir ce tableau. Ça, c'est vraiment une image qui va rester dans les esprits, ce tableau récapitulatif de ce qu'il considère être la réciprocité douanière. Donc le Japon, Taïwan et la Chine, bien entendu, les Européens, bien entendu, évidemment, et leurs voisins britanniques qui semblent, et c'est à noter, partiellement épargnés par ce qui a quand même l'allure d'un vaste règlement de compte économique entre Donald Trump et le reste du monde. 10% pour ce qui est du Royaume-Uni, effectivement. Il a dit, Donald Trump, qu'il voulait de toute façon reprendre le destin en main des États-Unis, un pays qui avait été trop longtemps pillé, violé. Il a effectivement pointé du doigt l'Union européenne. Je voudrais qu'on revoie cette séquence, précisément ce tableau brandi par Donald Trump, la liste des pays concernés par ces droits de douane que les États-Unis vont donc appliquer. Mathieu Mabin le disait à l'instant, dès minuit, heure locale, 6 heures, heure française. Et sur ce tableau, il est intéressant de noter que, en tout cas à l'écran, et il ne l'a pas mentionné, le président des États-Unis, c'est que 2 pays dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines n'ont pas été mentionnés, le Canada et le Mexique. Laurence Cuvillier, vous êtes notre correspondante à Mexico. Comment on réagit du fait de la non-annonce, en tout cas de droits de douane au Mexique? Dans quel état d'esprit on attendait avec beaucoup de fébrilité, j'imagine, ces propos, cette déclaration de Donald Trump? Oui, tout à fait. Et les Mexicains espéraient vraiment avoir un traitement préférentiel dans cette annonce de droits de douane. C'est ce qui a été d'ailleurs obtenu par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum depuis l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump. Des négociations constantes, une communication constante entre les deux chefs d'État sur justement ces droits de douane. Il faut savoir que le Mexique est le premier importateur des États-Unis. Il a dépassé la Chine il y a de cela quelques années. Donc les États-Unis ont aussi besoin des produits mexicains. Le Mexique, qui avait d'ailleurs basé depuis plusieurs années sa ligne économique, son développement économique et notamment industriel sur le nearshoring, c'est-à-dire cette perspective qui consiste à construire les usines près de la frontière avec les États-Unis, c'est-à-dire près du marché naturel de ces produits. Donc en fait, toute l'économie industrielle mexicaine était tournée, est toujours tournée vers les États-Unis. 83% des exportations mexicaines vont vers les États-Unis. Donc c'est un énorme enjeu pour le Mexique. Et l'annonce de droits de douane, s'ils avaient été hauts, ce qui apparemment n'est pas le cas puisque le Mexique n'a, pour ainsi dire, pas été mentionné dans ce discours, l'imposition de droits de douane sévères signifie tout simplement l'entrée en récession pour le Mexique. Merci beaucoup Laurence Cuvillier. Même question au Canada, François Riouet, où on vous rejoint à Montréal. Dans quel état d'esprit? Beaucoup de fébrilité et d'inquiétude aussi ont été abordés, attendus. On imagine les propos de Donald Trump. On le rappelle, pas de droit de douane annoncé spécifiquement pour le Canada par le président des États-Unis. Le Canada aurait-il été libéré lors de Liberation Day? C'est ce que se demandent les analystes et commentateurs ici à la suite du discours de Donald Trump. Il reste encore un certain nombre de zones d'ombre justement à éclairer dans cette relation très riche, très complexe entre le Canada et les États-Unis. Plus de 700 milliards de dollars d'échanges en 2023 selon Statistique Canada. C'est plus d'1,6 milliard par jour. Donc énormément d'enjeux économiques pour le Canada évidemment, qui souffrait depuis les dernières semaines, il faut le savoir quand même, de droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium, de 10% sur l'énergie, le fameux pétrole des sables bitumineux de l'Alberta, vital à cette province et au Canada en général. Donc il reste encore à confirmer effectivement les détails de l'ordre de l'executive order qui sera signé par Donald Trump pour savoir exactement dans quelles conditions les partenaires des États-Unis dans cet accord de libre-échange nord-américain, le USMCA, seront donc traités par les États-Unis. Mais effectivement, il y a une forme de soulagement en réaction à chaud donc au discours et aux mesures de Donald Trump sur ces tarifs douaniers.
Merci beaucoup François Riouet depuis Montréal au Canada. Le Canada, effectivement, qui peut souffler, en tout cas, de ne pas voir ses droits de douane augmenter. Il y a beaucoup d'interdépendance entre le Canada et les États-Unis. Et on se souvient que le Canada s'était montré assez ferme quant aux réponses à la riposte face à Donald Trump, notamment le Premier ministre de la province de l'Ontario, Doug Ford, qui avait même menacé en mars dernier de couper les exportations d'électricité aux États-Unis. Donc là, le Canada peut souffler, le Mexique également. Concernant l'entrée en vigueur des droits de douane, là, on commence à avoir les premières annonces du côté de la Maison-Blanche. On a cette date du 5 avril pour les 10%, ces droits de douane planchers qui vont entrer en vigueur, donc le 5 avril. Et puis, à partir du 9 avril, ça va concerner notamment la Chine et l'Union européenne. Donc, ces droits de douane voulus par Donald Trump, 20% pour l'Union européenne, qui devrait donc entrer en vigueur à partir du 9 avril. Anthony, ce qui est intéressant également, c'est qu'il n'a pas non plus parlé des produits français. Il avait menacé notamment de taxer à 200% les spiritueux français. On pense notamment au cognac. Donc, pour le moment, on pense aussi que les producteurs français vont un petit peu souffler les alcools, les produits français, notamment les vins, les spiritueux, mais aussi l'aéronautique, les produits pharmaceutiques qui constituent à peu près un tiers des exportations françaises vers les États-Unis. C'était des secteurs qui étaient assez vulnérables. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est là, il y a les réactions, et justement les réactions à ces droits de douane. On a quelques, tout à l'heure, Mounia évoquait la Suisse, on a quelques déclarations qui tombent. L'Union européenne qui appelle à éviter l'escalade, parce qu'un des premiers mots qu'a mentionné Donald Trump, c'est œil pour œil, dent pour dent. Cette loi du talion, elle peut aller jusqu'où? Puisque droit de douane contre droit de douane contre droit de douane, c'est... En théorie des jeux, c'est un dilemme du prisonnier. Donc, dans ce contexte-là, il est très clair que l'Union européenne, le Japon et tous les pays qui sont concernés, donc le Canada et le Mexique, on vient de parler, puisqu'ils vont quand même, je crois qu'ils dire qu'ils sont complètement épargnés, je pense que c'est pas vrai, parce qu'en fait, les droits de douane sur les automobiles rentrent en place demain, donc ça va pas concerner toutes les automobiles, c'est très compliqué. Toutes les pièces détachées, mais ça va quand même entrer en œuvre demain. Donc je pense qu'ils vont aussi réagir. Et c'est la réponse. On sait que c'est mauvais pour tout le monde, mais si on ne répond pas, on est le perdant dans ce jeu-là, et donc ça va continuer. Et donc je pense qu'il va y avoir effectivement, en tout cas, menace de rétorsion, peut-être pour discussion. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est, si on a bien compris, c'est 34% sur la Chine, qui se rajoute à un état actuel qui est déjà de 40%. Parce que la seule chose qui est vraiment rentrée en jeu pour l'instant, c'est les 10%, plus 10% sur la Chine, qui eux-mêmes se rajoutaient à une vingtaine de pourcents qui étaient déjà là. Donc on a déjà 40% de droits de douane sur la Chine. Si on passe à 70%, c'est quasiment la fin du commerce avec la Chine. Donc j'ai du mal à croire que ça va être mis en œuvre comme ça. Parce que ça veut dire que d'ici un mois, il n'y a plus de commerce avec la Chine du tout. Et les États-Unis ont besoin du commerce avec la Chine. Sans parler de Taïwan. C'est-à-dire que vous avez dit les microprocesseurs, c'est vraiment quelque chose de très important pour l'économie de manière générale. Par ailleurs, Taïwan, normalement, c'est un allié. Donc, réduire les capacités d'exportation d'un pays allié qui, en plus, vient d'annoncer 100 milliards d'investissements dans les semi-conducteurs aux États-Unis, ça paraît complètement aberrant. Donc, je pense que ça peut encore bouger. En tout cas, pour l'Union européenne, Anthony, on vient d'apprendre que Ursula von der Leyen il va y avoir un communiqué de l'Union européenne dans la matinée, très tôt. L'Union européenne qui est assez divisée par rapport à la réaction. La France veut se montrer assez ferme. On pense à Giorgia Meloni qui veut au contraire une riposte assez modérée. La prudence, en tout cas, c'est ce que préconise la BCE. La BCE qui a fait savoir, la Banque Centrale Européenne, que si il n'y avait pas de réaction, il y aurait une réaction, une conséquence de 0,3% sur le PIB de la zone euro. Et en cas de réaction de la zone euro, des Européens, cela aura une conséquence de 0,5%. Donc, si on réagit, ça aura plus de conséquences sur notre économie européenne que si on ne faisait pas de réaction. Il y aura certainement une réaction à la marge pour dire, voilà, on réagit, peut-être assez ciblé. On peut faire quelque chose. Voilà, mais pas œil pour œil, dent pour dent, comme l'a préconisé en tout cas Donald Trump. Et puis, ce qui embête Donald Trump, c'est bien évidemment cet excédent commercial sur les biens.
Cet excédent commercial, il s'élève à 235 milliards d'euros pour l'Union européenne. C'est le deuxième plus gros excédent commercial. On pense à la Chine, c'est les premiers, bien évidemment. Le troisième, c'est les Mexicains. Mais là où il y a peut-être effectivement un levier pour les Européens, c'est que la balance commerciale, cet excédent commercial, il est inversé quand il s'agit des services. Et là, on pense justement à la finance, tous les Internet, etc. Donc là, il y a peut-être un levier pour les Européens. Mathieu Mabin, est-ce que ce discours qu'on savait attendu par évidemment les partenaires commerciaux des États-Unis, est-ce qu'il a été extrêmement suivi aux États-Unis par les Américains? Est-ce que les Américains craignent de voir les États-Unis se mettre à dos leurs partenaires, leurs alliés? Ah oui, ça c'est incontestable, effectivement. Il y a une vraie attente de l'opinion américaine en général face aux promesses formulées par Donald Trump. On se souvient que Donald Trump a d'abord été élu sur son programme économique et les promesses de lendemain qui chantent qu'il a formulées durant la campagne. Les consommateurs, en revanche, eux, ça ne les empêche pas de s'inquiéter. Oui, mais on est d'abord, on est aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ici le business domine. C'est bien le business qui commande. Or, les promesses formulées par Donald Trump de capitaliser sur ces taxations douanières et de créer un petit peu artificiellement de la recette à hauteur de 600 milliards de dollars, promettent ses conseillers. Ce qui, d'après ce que j'entends sur votre plateau, et merci d'ailleurs pour vos éclairages qui m'aident beaucoup, ces promesses de 600 milliards de dollars ne sont pas aujourd'hui tout à fait réalistes. Il faudrait un calcul extrêmement savant pour vérifier que pays par pays, effectivement, ces taxations vont créer de la recette. Ce dont on est absolument certain, en revanche, c'est que cela va avoir un impact direct sur le coût des produits de consommation courante. Et ça touche directement les Américains. Or, là, il y a une inquiétude et on ne peut pas s'y tromper. Il suffit de regarder les marchés financiers qui ont peu à peu perdu la confiance en Donald Trump ces derniers jours. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Mathieu Mabin depuis Washington. Merci également à Laurence Cuvillier qui était avec nous depuis Mexico, à François Riouet depuis Montréal et bien évidemment à vous Thierry Mayer, professeur d'économie à Sciences Po Paris, et Mounia Benaïssa, chroniqueuse économie ici à France 24. Vous restez avec nous, ça continue dans un instant avec l'actu 360 des 23h30.